Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes vendredi 28 mai 2021, il est déjà 23h22. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, le DVD que l'on a vu, il s'agit d'un film Marvel et il s'agit de neige qui se met à un endroit où elle n'a pas besoin d'être. Et il s'agit du premier film de la phase 1 de Marvel, Iron Man. Là, tu le dis bien. Oui, représenté pour taquiner un peu Zoulut, j'ai dit des fois Iron Man. Mais ça le fait pas trop. Iron Man avec Robert Downey Jr., Terrence Howard, Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow et d'autres acteurs. Ce n'est pas l'armure qui fait le héros, mais l'homme qui est à l'intérieur. Iron Man. Ce qui est ironique parce que l'armure n'est pas fait de ce métal-là. Iron, c'est dire quoi Iron déjà comme alliage? Non, ça veut pas dire métal, Iron. C'est un métal, mais je sais plus lequel. Bref, mais c'est expliqué dans le film à un moment donné. Alors, Iron Man. L'homme d'acier. Non, acier c'est style. Iron. Yes. Bon. Allez, Google Traduction. Alors, Iron Man, homme de fer. Bref, donc, alors que l'armure n'est pas en fer. Elle est un alliage entre titane et or. Mais ça, c'est l'armure une fois à son stade abouti. Ce qui n'est pas le cas au tout début. Alors, Iron Man. Iron Man, donc c'est un personnage de l'univers Marvel. Marvel, franchise célèbre de comics américains, concurrente de la franchise DC Comics. Après, il y a d'autres franchises de comics américains et autres qui sont plus ou moins connues, mais les deux grosses franchises les plus connues qui s'affrontent et qui sont rivales depuis très longtemps, ça reste Marvel et DC. D'ailleurs, souvent, quand ça faisait un petit peu comme la guéguerre dans les films d'animation entre DreamWorks et mince, le studio qui a été racheté par Disney, Pixar, ou quand il y en a un qui sortait un film, il y en a un autre qui sortait un autre film. Par exemple, quand il y en a un qui sortait Fourmizelle, l'autre a sorti Mille et une pattes. Donc voilà, il y a eu une grosse guerre entre ces deux studios-là. Et donc après, niveau espionnage industriel, nous on sait pas trop qui c'est qui copie sur qui c'est qui avait la primeur. Et c'était un petit peu le cas à l'époque des BD, des comics, entre Marvel et DC. Des fois c'était DC Comics qui créait un personnage et Marvel qui copiait. Des fois c'était Marvel qui créait un personnage et DC qui copiait. Il y a même un personnage, on ne sait pas, on n'a jamais su qui a copié qui. C'était par rapport au personnage sur la thématique de l'homme des marais. L'homme des marais, ou également j'ai un trou de mémoire. Man-Thing chez Marvel et la créature des marais chez DC Comics. Là, la création de ces deux comics, de ces deux personnages a été pratiquement en même temps. Donc on ne sait pas vraiment qui a eu l'idée en premier. Mais bref, tout ça pour dire que voilà. Donc je sais plus ce que je voulais dire de tout ça. Là, elle joue à quoi, Neige? Donc voilà, Iron Man, ça fait partie donc d'un personnage de la franchise Marvel et ça fait partie d'un de mes personnages préférés. Alors c'est pas un des personnages que je connais le plus, mais ça fait partie de mes personnages préférés. Alors quand j'étais gamin, donc j'ai pas eu énormément de comics entre les mains. J'ai pu en lire quelques-uns lorsque j'étais très jeune et que mes grands-parents travaillaient dans un bar tabac presse, mais aussi un ami d'enfance qui à un moment donné qui m'avait apporté toute une pile de Strange et de Semic qui venait de son frère, et du coup il m'avait prêté une grosse pile de BD que j'avais pu du coup lire. Dedans c'était principalement des X-Men avec un petit peu de 4 Fantastiques, mais surtout des X-Men. Et puis à une époque j'étais à fond sur Spider-Man et donc du coup dans les années 90, début 90, j'ai acheté à la presse tous les mois les BD Spider-Man où ils avaient fait un reboot, tout ça, ils avaient repris à zéro. Donc voilà, je m'y connaissais pas mal en X-Men, en Spider-Man, mais un petit peu moins en Avenger et aux autres personnages.
Et Iron Man, j'en avais lu quelques BD, j'en avais lu quelques-unes, et donc j'avais vu une des premières BD que j'avais lues, c'était lorsqu'Iron Man n'était plus là et que c'était son ami qui avait pris l'armure et qui avait décidé de le remplacer. Donc je connaissais le destin tragique d'Iron Man déjà bien longtemps à l'avance. Alors c'est vrai que des fois les films ne sont pas toujours fidèles aux comics, alors que je connais pas, voilà, j'ai beaucoup de lacunes dans les comics de Iron Man, donc je sais pas jusqu'à quel point ce film est fidèle. Néanmoins, je trouve que ça reste une très bonne adaptation. D'ailleurs, parmi les films de l'univers moderne Marvel, ce que je vais appeler l'univers moderne Marvel en cinéma, ça va être à partir de la phase 1 jusqu'à tout ce qui est sorti après. Et ça conclut également les films qui ne sont pas dans les phases mais qui sont sortis en même temps et après. Donc voilà à partir de quelle période je situe l'univers moderne Marvel. Et je trouve que c'est vrai que autant il y avait eu beaucoup de films sur d'autres célèbres franchises comme Captain America, les 4 Fantastiques, X-Men ou Spider-Man, autant Iron Man il n'y avait rien eu jusqu'à, je crois que c'est le premier film qui existe. Peut-être qu'il y en a eu il y a très très longtemps noir et blanc, mais encore je suis pas sûr. Mais voilà, Sadia, c'est un personnage qui a beaucoup de mérite parce que à la base, contrairement à d'autres super-héros, surtout par rapport aux Vengeurs, tout ça, il est pas natif de super pouvoirs. Donc voilà, du coup c'est un personnage qui prend énormément de risques. Mais voilà, franchement, il a une classe et puis l'armure d'Iron Man, tout ça, c'est extraordinaire quoi. Donc voilà, ça fait partie vraiment de mes personnages préférés. Et c'est un film que j'ai vu plein de fois. Je sais plus si je l'avais été le voir au cinéma ou pas à l'époque, mais voilà, c'est un film que j'avais déjà vu en DVD, que j'avais vu en dématérialisé, je l'avais vu même à la télé. Chaque fois qu'il passait à la télé, je le voyais, parce que même si je connaissais déjà l'histoire, parce que voilà, ça fait partie des films qui font vraiment, qui fait partie des plus intéressants de la franchise moderne Marvel. Et il est vraiment très très sympa. Après, j'avais un petit peu moins aimé le 2, mais bon, il était sympa aussi. Mais voilà, c'est vraiment le 1 qui m'a le plus marqué. Après, je n'ai toujours pas vu le troisième film Iron Man, donc on essaiera de rattraper ça avec The Glut. Mais voilà, donc on a démarré la phase 1 en DVD avec The Glut, avec le premier film de la phase 1 avec Iron Man, et demain on enchaînera avec le deuxième. Alors, une mise en scène ultra dynamique, un casting extraordinaire, des effets spéciaux hallucinants. Iron Man est probablement le meilleur film de super-héros depuis Spider-Man 2. Ça, c'est une citation de l'écran fantastique. Alors, le synopsis. Tony Stark, inventeur de génie, vendeur d'armes et playboy milliardaire, est kidnappé en Afghanistan. Forcé par ses ravisseurs à fabriquer une arme redoutable, il construit en secret une armure révolutionnaire qu'il utilise pour s'échapper. Comprenant la puissance de cette armure, il décide de l'améliorer et de l'utiliser pour faire régner la justice et protéger les innocents. Avec Robert Downey Jr., Zodiac, Kelly McBeal, Terrence Howard, Ray, Collision, Avif, Jeff Bridges, The Big Lebowski, Ty Deland, Gwyneth Paltrow, Steven, Shakespeare in Love. On l'a vu il n'y a pas longtemps, Gwyneth Paltrow dans un film, c'était The Glut. C'est là? J'ai un petit trou de mémoire, mince. Un film tiré d'un roman de Jane Austen. Je sais plus c'est quoi déjà. Mince. On va regarder la fiche Gwyneth Paltrow. Alors, dans Iron Man, elle joue Pepper Potts, l'assistante et coup de foudre de Tony Stark. Alors, Emma l'Entremetteuse, voilà, on l'a vu dans Emma l'Entremetteuse il n'y a pas longtemps. Alors, Iron Man, comment résumer ce film? Donc, on a c'est un film où il va y avoir une ellipse à un moment donné, on va remonter le temps. C'est un effet qui est utilisé parfois dans les films et également dans les séries télé, où on voit une scène où Tony Stark il est dans une petite escorté dans une petite camionnette militaire, tout ça pour un objectif personnel, certainement pour son travail. Il plaisante un petit peu avec les soldats et puis ils sont subitement attaqués. Il est fait prisonnier et d'un coup on a une ellipse qui nous ramène, je sais plus si c'est 24 heures ou combien de temps avant.
et c'est pour nous faire expliquer un petit peu comment elle en est arrivée là. Et après donc on a bon, je vais spoiler un petit peu, mais bon, après c'est un film qui est plus tout récent non plus, et dont le scénario est quand même ultra connu, donc c'est pas bien méchant, mais pour résumer je suis obligé de spoiler un tout petit peu. Donc voilà, donc il est fait prisonnier dans un camp par des mercenaires, par un nouveau groupuscule armé, on sait pas trop quel est leur objectif, mais c'est pas des gens très sympathiques. Et donc il se retrouve prisonnier avec un scientifique, et on lui demande de fabriquer une arme. Alors à savoir que Tony Stark est un milliardaire, mais également un inventeur de génie, qui est le fils d'un célèbre inventeur qui a côtoyé auparavant Captain America, mais ça on y reviendra dans un autre film. Voilà, donc Tony Stark poursuit l'œuvre de son père, et fabrique des armes qui sont commercialisées. Voilà, donc l'objectif c'est pas vraiment un objectif utopique, c'est plutôt à but lucratif, et il fait tourner son entreprise. Et donc lors d'une mission pour présenter une de ses armes à des différents types d'armées, à des futurs clients potentiels, il se fait kidnapper et il se retrouve donc prisonnier avec un autre scientifique, et on leur demande de fabriquer une de ces armes, sous peine évidemment de se faire tuer, et s'ils veulent être libérés. Le problème, c'est qu'ils savent pertinemment qu'ils ne seront, une fois la mission accomplie, qu'ils ne seront pas libérés. Donc Tony Stark va devoir résoudre deux problèmes, donc trouver un moyen de s'évader, et également trouver un problème de se soigner, puisque durant l'attaque des mercenaires, il a été gravement blessé, et il a des éclats de shrapnel qui vont s'enfoncer progressivement jusqu'à son cœur, et du coup le tuer, lui donnant maximum une semaine à vivre. Alors donc son camarade scientifique qui a trouvé une solution temporaire, c'est avec un système d'électroaimant relié à une sorte de batterie, ce qui lui permet donc de maintenir les shrapnels à la surface, enfin loin de son cœur, et donc de lui donner plus de temps. Mais le problème, c'est que évidemment ça handicap, puisqu'il est enchaîné à une lourde batterie. Donc il va essayer de trouver un moyen de trouver un autre système de batterie qui permettra d'être plus mobile, et également trouver une solution pour pouvoir s'évader. Et la solution qui va lui sembler la plus propice, c'est de créer un genre d'armure, en se servant de tout ce qu'il y aura autour de lui pour bricoler. Et puis donc après son évasion, il aura appris beaucoup de choses. Le temps qu'il a passé en captivité, les mois qu'il a passé en captivité, avec son ami prisonnier qui n'a malheureusement pas pu sauver, va lui apprendre des choses sur la vie, tout ça, et du coup il va se donner pour mission donc de stopper tout ce qui est armement au niveau de son entreprise, et d'essayer de changer la donne, et de faire le bien au lieu de faire le mal. Donc ça lui a carrément ouvert les yeux. Et du coup donc il va à la fois essayer de faire changer les choses au niveau de son entreprise, ce qui va être compliqué puisque les actionnaires, c'est pas très intéressant pour les actionnaires. En plus de ça, son bras droit, son associé, a certains secrets, et ça ne semble pas trop lui plaire. Donc ça va compliquer un petit peu ces choses-là. Et d'un autre côté, en parallèle, il va être occupé à essayer d'améliorer son armure pour la rendre viable, et essayer de réaliser un défi de pouvoir vraiment que cette armure puisse voler, et s'en servir donc comme outil de défense, et également pour aller sauver donc des gens qui sont toujours aux prises de ces mercenaires, et donc personne ne peut sauver, puisque les différents pays ne peuvent pas y aller sous peine de problèmes politiques. Enfin c'est très compliqué, et donc à moi, les seuls qui pourraient intervenir, c'est un super-héros, puisqu'il n'est affilié à aucun pays en particulier.
Donc voilà, ça va être le problème dans de ce premier film-là de Tony Stark, ça va être justement de mettre au point au mieux son armure, de sauver les gens et de résoudre la crise qui est au sein de son entreprise, tout en essayant de conquérir son assistante Pepper, Poe dont il est amoureux et dont elle a de forts sentiments pour lui. Donc voilà, grosso modo, tout ce que raconte le premier film. Donc il y a un petit peu tout. Il est intéressant parce que on découvre pas à pas Tony Stark prend conscience de sa part, de son humanité, et également on voit chaque étape de l'amélioration de son armure, du début jusqu'à la fin. Donc c'est vraiment un film très très intéressant et ce qui permet de démarrer un petit peu l'univers Marvel sur de bonnes bases quoi, à partir du début. Enfin, tout ce qui tourne autour des Avengers évidemment. Donc voilà, c'est pour ça évidemment que c'est le premier film de la phase 1, d'ailleurs celui qui a été réalisé en premier, en sortie cinéma chronologique. Après, il y a différentes chronologies, donc certains fans ont choisi de ne pas suivre les chronologies suivies par les studios de cinéma. Moi, je vais plutôt suivre la sortie officielle. Donc là, pour moi, c'est le premier film là-dessus. D'ailleurs, c'est pas en commençant avec ce film-là, mais déjà avec certains films qui étaient sortis avant, notamment certains X-Men, il y avait des scènes post-génériques. Mais depuis le premier film de la phase 1, c'est quasiment systématique, il y a toujours une scène post-générique. Et les scènes post-génériques sont à voir dans la chronologie de la diffusion des films. Alors si on inverse la chronologie de certains films, les scènes post-génériques n'ont plus aucun sens. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je préfère les voir dans l'ordre de sortie normal. Alors savoir que il peut y avoir également des éléments qui complètent, mais qui ne sont pas dans le DVD. Il y a des mini courts-métrages, alors je ne sais pas si c'est systématique jusqu'aux trois phases, mais en tout cas dans la première phase, dans les Blu-ray de la première phase, il y a des petits courts-métrages qui complètent en VOSTFR. Qui semblent être intéressants, mais qui ne seront pas sur les galettes, sur les DVD des DVD, uniquement sur les versions Blu-ray. Donc c'est pour ça que même si on a les 3 phases en DVD avec Zouglut, c'est pour ça qu'un de ces 4, j'aimerais bien les avoir aussi en Blu-ray. Voilà, pour compléter un peu plus. Mais voilà, donc c'est déjà pas mal de les avoir en DVD. Je sais plus où je vais en venir. Donc voilà, donc le film est vraiment très très intéressant, donc ça nous permet de voir tout ça. Également, donc dans ce premier film-là, on voit à plusieurs reprises l'agent Coulson. L'agent Coulson, et il est mentionné également le Shield qui est mentionné. Donc après, il y a eu une série dérivée qui s'appelle le Shield, je crois, qui passait, je sais plus sur quelle chaîne télé, mais malheureusement, donc à cette époque, je suivais pas trop les chaînes, donc j'ai pas pu voir. Et je crois que ça y est pas sur Netflix, faudrait que je vérifie, mais non. Je sais pas c'est sur quelle plateforme on peut voir The Shield. Donc voilà, j'aimerais bien voir l'intégrale. Donc c'est quelque chose qui compléterait, mais bon voilà, quelque chose qui me manque pour ma culture cinématographique Marvel. Mais donc voilà, ici on a déjà plusieurs apparitions de l'agent Coulson et le Shield qui est mentionné. Et puis tout à la fin du film, donc il faut vraiment attendre que tout le générique soit terminé. Vous avez une scène post-générique où il y a la première apparition de Nick Fury. Pas la première apparition au cinéma, puisque Nick Fury avait déjà été joué par l'acteur d'Alerte à la Malibu dans un téléfilm qui devait servir à la base de pilote pour une série. Et d'ailleurs, le film s'appelle Nick Fury, puis je l'ai en DVD. On l'a vu avec Zouglut. Mais voilà, celui-là, donc ce Nick Fury-là est joué par Samuel L. Jackson. Et je crois que c'est la deuxième apparition, donc le deuxième acteur à jouer Nick Fury au cinéma ou à la télé. Et donc c'est la première apparition de ce Nick Fury là dans les phases Marvel, et d'ailleurs puisque c'est le premier film de la phase 1. Donc voilà, ce serait dommage de passer à côté, donc il faut vraiment attendre que tout le générique soit terminé, et on a une première rencontre entre Iron Man, donc Tony Stark, et Nick Fury. Et on parle évidemment des Avengers. Bon, c'est bref, mais c'est intéressant quand même. On va aller voir maintenant la fiche Wikipédia d'Iron Man. Alors, chez Neige qui est dans tous les sens là.
Neige, tu peux te poser 2 secondes? Iron Man est un film américain réalisé par Jon Favreau, sorti en 2008. Il raconte les origines et les débuts du personnage éponyme, issu du comics publié par Marvel. Il s'agit de la première étape de l'univers cinématographique Marvel, dont la première partie, appelée Phase 1, s'est terminée en 2012, dans Avengers de Joss Whedon. Ce film marque aussi le retour au succès au box-office de Robert Downey Jr., qui connaît grâce à ce rôle un regain de popularité. Il faut dire qu'il est vraiment. J'aurais du mal à imaginer un autre acteur dans le rôle de j'ai du mal, je bug. De Tony Stark, voilà. J'aurais du mal à imaginer un autre acteur dans le rôle de Tony Stark parce que je trouve qu'il incarne parfaitement le personnage de la BD. Ensuite, ils nous disent le film récolte effectivement 585 millions de dollars pour un budget de 140 millions et sera suivi en 2010 d'Iron Man 2. En tout, il y en a eu au moins 3. C'est une trilogie, et puis après Iron Man apparaît dans d'autres films, notamment tout ce qui est Avenger, et puis dans certains autres films, également Captain America Civil War. Alors, je vais pas lire le synopsis détaillé ni la scène post-générique, parce que là ça va tout spoiler. Fiche technique, titre original du film Iron Man, réalisation Jon Favreau. Date de sortie en Australie le 14 avril 2008, aux États-Unis à Hollywood le 30 avril 2008, sinon le 2 mai 2008, en France, Belgique et Suisse le 30 avril 2008. Classification aux États-Unis PEGI 13, en France déconseillé au moins 10 ans. Alors, j'ai rien de remarqué de particulièrement choquant. Voilà, le film vraiment il n'y a rien de gênant, donc c'est un film qui pourrait pratiquement être tout public, je pense. Distribution casting: Robert Downey Jr. pour Tony Stark Iron Man, Gwyneth Paltrow pour Pepper Potts, Terrence Howard pour le lieutenant-colonel James Rhodes, Jeff Bridges pour Obadiah Stane. Je crois que la première fois que j'avais vu Jeff Bridges dans un rôle, c'était dans la série Au-delà du réel, l'aventure continue. Si je ne me trompe pas, c'était lui qui jouait le personnage principal dans le double épisode avec les fourmis martiennes. Assez flippant d'ailleurs, dans mes souvenirs. John Toob qui joue Yo Yinsen, Jon Favreau qui joue Harold Happy Hogan, Leslie Bibb qui joue Christine Everard, journaliste à Vanity Fair, Clark Gregg qui joue l'agent Phil Coulson du Shield, Farhan Tahir pour Aza, Sayed Badreya Aboubakar, Bill Smitrovich, Général Gabriel, Peter Billingsley, William Ginter Riva, Tim Guiney, Major Allen, American Olivo, Dubai Booty, Gerard Sanders, Howard Stark, Gareth Noel Pratt, Thomas Craig Plumer, Colonel Craig, Paul Bettany, la voix de Jarvis, Stanley, donc lui-même. Moi je vais pas en dire plus, mais bon voilà, il est facile à deviner. Il est confondu avec quelqu'un de célèbre. Samuel L. Jackson, il joue Nick Fury, directeur du Shield. Tim Griffin joue un analyste. Production: ce film est le premier entièrement financé par Marvel Studios. Il est par ailleurs le premier à s'inscrire dans l'univers cinématographique Marvel, qui dévoile ensuite les autres super-héros à travers leurs propres films, tout en faisant le lien entre eux. Oui, il faut savoir que Marvel à l'époque n'avait peut-être pas autant de moyens qu'après. Bon, ça c'était encore juste avant le rachat par Disney, je crois, que la phase avait commencé. Bon, après ça je sais pas trop, donc je vais éviter d'en parler parce que je m'y connais pas plus que ça. Mais voilà, il faut savoir de mémoire que autrefois, dans les années 80-90 et avant même, les films Marvel, ils étaient réalisés par d'autres studios en externe, et d'ailleurs Marvel avait vendu certaines licences à d'autres studios, moyennant que les personnages étaient utilisés au minimum un certain nombre de fois, sinon passer un certain temps sans être utilisés, Marvel récupérait les droits. Pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce que du coup,
ça explique pourquoi en fait tout ce qui est Spider-Man, Venom et univers de Spider-Man appartient au studio de Sony, puisque c'est Sony qui avait les droits. Marvel avait cédé les droits à Sony via un accord après que je ne connais pas et qui semble perdurer. Par contre, la Fox avait les droits sur beaucoup de personnages, notamment les X-Men, les 4 Fantastiques, Deadpool, après je sais plus. Et du coup, ce qui a permis de débloquer certains personnages qu'on pourra voir dans les prochains films Marvel, puisque Disney qui a racheté Marvel et qui a racheté la Fox. Ça explique également pourquoi on a un film Les 4 Fantastiques assez pourri qui était sorti en catastrophe parce qu'il a été bâclé et monté bizarrement. Voilà, c'est tout simplement parce que si la Fox sortait pas le film dans les temps, il perdait les droits des 4 Fantastiques. Bon, pour ce que ça a servi. Après, distribution des rôles. Pour le rôle de Tony Stark alias Iron Man, le réalisateur s'est tourné en premier lieu vers Tom Cruise. Ah, c'est dommage, je l'aurais pas vu en Iron Man, Tom Cruise. Qui montra son intérêt pour le projet en 2006, mais il refusera à la suite du démarrage tardif du tournage, d'après ses dires. John Favreau pensera alors à Nicolas Cage. Ah non, il n'aurait pas fait un bon Tony Stark. Avant d'engager définitivement Robert Downey Jr. Ouais, lui, vraiment, c'est... Rachel McAdams a refusé le personnage de Pepper Potts. Oh, elle aurait été pas mal. Avant que Gwyneth Paltrow ne le prenne. Après, ça parle du tournage, de la BO, des musiques, des autres chansons non incluses dans l'album. L'accueil critique. Le film a reçu un très bon accueil critique, recueillant 94% de critiques positives avec une note moyenne de 7,6 sur 10, sur la base de 278 critiques collectées sur le site agrégateur Rotten Tomatoes. Donc, ce qui est plutôt très très bon. Sur Metacritic, il obtient le score de 79 sur 100 sur la base de 38 critiques collectées, ce qui est vraiment pas mal aussi. En France, le film obtient une note moyenne de 3,4 sur 5 sur Allociné. Ça reste assez moyen, mais bon, Allociné en général, ça va rarement plus haut au niveau des notes. Qui recense 24 titres de presse. Et puis c'est les notes des titres de presse sur Allociné toujours. Il y a eu des nominations, plusieurs nominations au Teen Choice Award 2008, MTV Award 2009. Autour du film. À différents moments, la version remasterisée du générique de la série animée Iron Man de 1966 peut être entendue dans le casino au début du film et avec la sonnerie de téléphone. Ah, c'est ça la sonnerie, j'avais confondu avec Spider-Man, ça faisait penser. Avec la sonnerie de téléphone de Rhodes après l'attaque de l'US Air Force contre Iron Man. En apportant des modifications à l'armure après avoir fait... Bon, là ça spoil un petit peu, donc je vais pas... En tout cas, ils disent que dans les comics, l'armure que portait Tony lors de la création des Avengers était aussi entièrement. Donc, ouais, il y a des références quand même aux comics. Ah, ça par contre, ça je peux le dire sans trop spoiler. Pendant la scène où Tony se fait enlever son armure pour la première fois, on peut voir sur son bureau le bouclier à demi achevé du Captain America. Le même que dans le film Iron Man 2. Bon, ça après, je lis pas. Ah, ça c'est une petite anecdote. Lors de la scène du premier vol de Tony chez lui, à un moment donné, il demande à Jarvis l'ordinateur intégré dans son armure quel record d'altitude détient le Blackbird SR-71. Il s'agit de l'avion qu'utilisent les X-Men dans la série des films. Dans la série de films. Ah, c'est pas mal, c'est des petites anecdotes, mais il faut connaître. Alors qu'à savoir que ces films-là étaient sous licence de la Fox. Édition en vidéo. Donc ils se permettaient quand même de faire des clins d'œil alors que c'était des studios concurrents. Donc c'est quand même plutôt assez fair play. Édition vidéo. Le film est sorti en DVD et Blu-ray le 5 novembre 2008 chez M6 Vidéo. Ouais, c'est l'édition M6 Vidéo que j'ai. Ensuite, il a eu ensuite deux suites s'inscrivant elle aussi dans l'univers cinématographique Marvel, Iron Man 2, comptant la 3e étape de la phase 1 et Iron Man 3, la 7e étape de la phase 2. Voilà, c'est tout ce qu'il y a sur Wikipédia. Alors le DVD, c'est un DVD que j'avais acheté en brocante il y a des années, donc maintenant je ne sais plus, 4, 5, 6 ans, difficile à dire. Le prix, je l'avais très certainement payé 1 €. C'est le prix que je mets en général en brocante dans un DVD. Quand il est d'occasion. Quand il est neuf, je peux mettre un peu plus, mais voilà. Des DVD neufs sous blister en brocante, il n'y en a pas énormément, ou alors souvent c'est des films pourris que personne ne veut. Alors j'ai regardé comme ça pour voir, le DVD est toujours commercialisé, en tout cas sur Amazon. Expédié vendu par Amazon, 9,86 €.
Après, il faut savoir qu'en plus, à moins de, je crois que faut l'avoir pour au moins 25 euros pour les frais de port gratuits, ce qui fait qu'il faut rajouter au moins 2 ou 3 euros de frais de port. Donc ça fait allez, 9,90, 86 arrondi à 10. Il y en a facile pour 12-13 euros, quoi, frais de port compris. J'imagine, c'est approximatif. Voilà, donc vu que le DVD date un petit peu et que Amazon a tendance à quand même baisser les prix au bout d'un moment pour beaucoup de DVD, je trouve que pour ce film-là, ils auraient pu le baisser un peu plus le prix. Après, ça, c'est mon point de vue. Parce qu'il y a certains DVD sur Amazon qui sont à 7-8 euros. Voilà, le DVD quand même il date, hein. Donc voilà, je pense qu'il y a qu'on peut y avoir de meilleurs prix en neuf occasion. Après, j'ai pas regardé, mais il y a plein de sites. Il y a Rakuten, il y a Le Bon Coin, il y a Vinted, il y a eBay, il y a Fnac, et tout ça. Donc il y a plein d'autres sites. Je pense qu'il y a moyen de le trouver neuf ou d'occasion à moins cher. Après, je ne sais pas quel site vous conseillez. C'est un DVD qu'on doit pouvoir certainement trouver encore plus ou moins partout. Après, en grande surface, ça commence à être compliqué à trouver des DVD, même des Blu-ray. Il y en a de moins en moins, les rayons sont de plus en plus courts, donc voilà, je ne sais pas pour les grandes surfaces. Voilà, c'est tout. Allez, sur ce, donc, je vous souhaite un bon week-end à venir. Je vous dis à bientôt. Il y aura certainement encore un ou deux parlons DVD ce week-end. On va essayer de voir un film demain soir et peut-être dimanche soir. Et après, je serai absent pour une durée indéterminée. À partir de lundi, je serai à l'hôpital, je serai hospitalisé en vue d'une opération et je devrais rester plusieurs jours à l'hôpital. Donc voilà, je ne sais pas trop, en espérant que tout se passe bien. Donc voilà, c'est pour ça que je serai absent et qu'il n'y aura certainement plus de vidéos après pendant quelques jours, voire une semaine, voire je sais pas. Allez, à très bientôt. Au revoir.